Bonjour Léa. Bonjour Richard. On est aujourd'hui sur la chaîne Richard sur Terre parce que j'étais un petit peu curieux. Tu as fait une intervention lors de l'Assemblée Générale donc, de la Fédération des chasseurs des Landes il y a quelques mois. Et voilà, j'avais envie de discuter un petit peu avec toi. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et nous résumer ton parcours universitaire, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Léa Filiu, j'ai 29 ans. J'ai fait d'abord, après le baccalauréat, un baccalauréat scientifique, j'ai fait 2 années de prépa. J'ai intégré l'École normale supérieure de Lyon en histoire-géographie. J'ai poursuivi en histoire, j'ai commencé à faire de la recherche en histoire, sur toute autre chose. Puis j'ai passé l'agrégation d'histoire, avant finalement de me poser beaucoup de questions sur ce que j'étais en train de faire et ce que ça allait donner. Et donc, j'ai fait une année de césure à Berlin, à l'Université libre de Berlin, où j'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai commencé à apprendre plusieurs langues, le russe, le turc. Et j'ai finalement décidé de bifurquer vers l'anthropologie. Donc, j'ai fait un master en retournant en France d'anthropologie, en me spécialisant en études sibériennes, donc sur des populations sibériennes du sud, les Tuvas, et notamment sur la sédentarisation et l'évolution du pastoralisme nomade dans ces régions-là. Et puis j'ai voulu poursuivre en thèse, et puis là ça a été un peu la catastrophe, puisque le Covid m'a empêché de retourner sur le terrain, et puis aujourd'hui la guerre en Ukraine m'interdit d'accéder à la Sibérie pour un certain temps. Et du coup, là tu es dans les Landes. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, Léa, s'il te plaît? Alors, je suis dans les Landes, effectivement. Il faut savoir qu'un ethnologue ou un anthropologue ne peut absolument pas prédire ce qu'il va faire, parce que c'est justement un peu le challenge de s'adapter à ces questions et à la société aussi, comme elle évolue. Et je me retrouve là un peu par le fruit d'un hasard, c'est-à-dire que je travaille depuis plusieurs années sous la direction de Charles Stepanov au laboratoire d'anthropologie sociale. Le fameux Charles Stepanov dont on parle un petit peu dans notre monde grâce à son livre, dont tu vas me rappeler le titre. Oui, tout à fait, L'animal et la mort. L'animal et la mort. Donc Chasse, modernité et crise du sauvage, qui a été publié l'an passé aux éditions de la Découverte. Et en fait, ce livre est issu d'une enquête de terrain qui est aussi le fruit d'une adaptation de la part de Charles Stepanov, puisqu'il devait retourner sur le terrain en Sibérie et pour des raisons personnelles, il n'a pas pu y retourner. Donc, il avait commencé un travail sur les relations homme-animal chez les chasseurs dans le Perche. D'accord. Tout ça parce qu'au départ, c'est un spécialiste du chamanisme sibérien, également en République de Touva, et que l'animal a une énorme importance dans ces sociétés-là, et notamment du point de vue cosmologique, c'est très important. Et on a évidemment des pratiques de chasse assez bien présentes en Sibérie, tout simplement pour se nourrir, mais aussi parce que les chasseurs y trouvent un certain plaisir. Les deux ne sont pas incompatibles. Et donc je me retrouvais un peu bloquée avec cette histoire de Covid au départ, donc l'an passé. Et puis Charles Stepanov nous a invités avec plusieurs autres collègues et étudiants à venir au musée de la chasse et de la nature à Paris pour une balade sonore autour de la chasse auquel il était lui-même invité, puisqu'il intervenait à la suite de cette balade sonore, si j'ose dire. Et moi, j'avais assisté un petit peu à l'émergence de son livre pendant les mois qui précédaient la publication. Mais c'était resté assez loin de moi, en fait. Il n'y avait pas eu cette étincelle. Et dans le musée, juste avant la balade sonore, je me suis retrouvée dans une toute petite pièce qui est très spéciale. Elle est aveugle, elle est très sombre, et au plafond, il y a comment dire, le plafond est recouvert de plumes de grand-duc et de têtes de grand-duc qui forment vraiment le plafond, quoi. Ça a l'air un peu flippant comme ça. C'est très flippant, notamment parce que, comme c'était une balade sonore, il y avait des bruits de sangliers,
des brames de cerfs dans les brumes de l'automne, les bruits des feuilles, pour mettre un peu le spectateur dans l'ambiance en attendant le début de cette balade sonore dans le musée, et, avec les pieds des gens qui, sur les parquets qui crissaient. Donc c'était très impressionnant et ça m'a fascinée à ce moment-là. Et j'ai été complètement embarquée ensuite dans cette balade sonore. Ça c'était fin septembre dernier. Je crois que c'était le 25 ou le 26 septembre de mémoire. Et peut-être un mois plus tard, Charles Stepanov m'écrit en me disant que la Fédération des chasseurs des Landes lui a écrit en lui demandant s'il serait intéressé par une coopération pour travailler sur les chasses à l'ortolan et faire un travail finalement de sauvegarde des savoirs auprès de C'était une forme de cartographie un petit peu des savoirs traditionnels qui se passent un petit peu de manière orale, ou il y avait vraiment une intention de cartographie, de compréhension? C'était quoi l'intention de départ? Je pense que l'idée de la Fédération des chasseurs des Landes, et en l'occurrence de Régis Arc, son directeur, c'est lui qui a écrit à Charles Stepanov, au départ c'était plutôt d'essayer de lutter contre l'oubli, parce que les chasseurs à l'ortolan sont des personnes plutôt âgées et la transmission ne se fait pas forcément puisque la pratique est aujourd'hui interdite. Et donc l'idée c'était de faire ce qu'on appelle dans notre jargon à nous une ethnographie de sauvegarde ou de sauvetage même, c'est-à-dire essayer avant la déperdition d'une pratique ou d'un peuple ou d'une langue, essayer de conserver ce qui peut l'être avant que ça tombe dans l'oubli. Donc c'était un peu ça l'idée. Alors d'un point de vue déontologique, les ethnographies de sauvegarde posent un certain nombre de questions au sein de la profession. Parce que quelque part, c'est quelque chose qu'a écrit, Jean Jamin sur les Tendries dans les Ardennes, qui était un grand anthropologue aussi, qui a travaillé dans les années 70-80 sur la tendrie aux griffes dans les Ardennes et qui écrit dans son introduction quelque chose qui m'a beaucoup frappée, qui explique que finalement faire le jeu de la sauvegarde, ça peut être contre-productif, c'est-à-dire que ça peut finalement légitimer l'interdiction d'une pratique puisque de toute façon ça va être sauvé par les anthropologues. Donc on patrimonialise, donc finalement on peut laisser patrimonialiser au lieu de laisser perdurer la pratique, on peut en faire un savoir inerte. C'est un peu comme si vous arriviez en fait quelque part à un moment donné où une pratique elle est en danger et prête à disparaître et on vous appelle à la rescousse pour dire faut pas que ça se perde quoi, c'est de la culture humaine et... Oui, ça c'est la demande de la part des personnes effectivement, mais si on se place du point de vue alors, soit de la réglementation, soit de la jurisprudence. Ça peut aussi pousser les pouvoirs réglementaires à accélérer finalement la disparition. Oui, en se disant finalement il n'y a rien qui se perd. Finalement, on ne perd pas grand-chose. C'est juste qu'on interdit la pratique, mais on sait encore comment ça se passait. Donc, c'est ce que dit Jean Jamin. Je ne dis pas qu'il a raison ou pas, mais c'est quelque chose d'assez dissonant quand même comme opinion. Donc c'est intéressant. Alors je ne suis pas forcément toujours d'accord, notamment lorsqu'on est face à des populations qui perdent leur langue du fait de pouvoirs coercitifs, qui de toute façon, quoi qu'on fasse, vont pousser à la disparition des langues, ou bien du fait de transformations économiques qui, quelque part, n'ont pas d'intention. C'est-à-dire que quand on est face à des populations qui, par exemple, n'arrivent plus à vivre dans leur mode de subsistance traditionnel et qui, finalement, accèdent à un nouveau mode de vie à la ville, perdent finalement les codes culturels, apprennent une nouvelle langue pour pouvoir trouver un travail, etc. Là, on est face à une instance qui est impersonnelle. C'est un processus historique qui est assez... voilà, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais on ne peut pas faire grand-chose contre. Donc là, on n'est pas face à une instance, on n'est pas face à un acteur avec qui on pourrait discuter. Donc là, dans ce cadre-là, je suis un peu plus réservée sur ce jugement. Et ton œil d'anthropologue, moi je vais te donner mon sentiment à moi, mais qui est peut-être pas, qui est peut-être pas forcément le bon, mais mon sentiment à moi, c'est qu'on va vers une forme justement,
qu'on peut plus appeler une mondialisation, mais un mondialisme, on va dire un globalisme, fait qu'on va vers une uniformisation de la culture humaine. Moi, c'est l'impression que j'en ai, et j'ai l'impression que les ennemis de la chasse, on parle des ennemis de la chasse, mais on pourrait parler de tous les ennemis de toutes les cultures traditionnelles locales qui mettent en jeu les animaux, travaillent dur pour qu'on ait tous la même et unique culture. Est-ce que tu sens qu'il y a une sorte de force qui tire vers ça, mais je ne parle pas forcément là qu'au niveau de la chasse, mais au niveau global? Alors c'est ce qu'on pense souvent, effectivement, il faudrait un petit peu nuancer, ça dépend de quoi on parle. Du point de vue, par exemple, du mode de vie, on voit assez bien que les sociétés humaines ont de plus en plus tendance à s'urbaniser, à se littoraliser, à vivre dans des cellules familiales beaucoup plus restreintes qu'auparavant. Mais après, il y a aussi un certain nombre de métissages à l'intérieur même de ces mouvements de transfert culturel, puisque c'est que ça, hein, c'est le fait d'entrer en connexion de manière de plus en plus facile et rapide qui fait que finalement on arrive à une sorte de modus vivendi. On le voit aussi avec des populations très isolées, par exemple, notamment en République de Touva. Le chamanisme a été poursuivi par le pouvoir soviétique pendant X années. Les chamans ont été persécutés, envoyés au goulag, on a détruit les objets chamaniques, on a interdit les gens de pratiquer le chamanisme. Pour autant, ça n'a pas complètement disparu partout et à la fin de l'Union soviétique, donc en 1991, on a eu un mouvement qu'on appelle le néo-chamanisme, c'est-à-dire une sorte de redécouverte, mais souvent aussi de recréation de toutes pièces de certains éléments chamaniques. Donc c'est devenu autre chose. Je comprends. Disons qu'en tant qu'anthropologue, on a tendance à essayer non pas d'essentialiser les pratiques, c'est-à-dire de dire qu'il y a quelque chose de pur qui serait corrompu ou de quelque chose de corrompu qui serait purifié. On est face à des pratiques qui se modèlent et qui se remodèlent. Et justement, tu parlais de contraintes là, c'est ton exemple justement de l'Union soviétique qui vient essayer finalement d'assassiner une culture, enfin, moi je le sens comme ça. C'est pour sortir un peu de la chasse, je pense par exemple aux traditions taurines camarguaises, par exemple, où il y a des gens qui vivent ça tellement intensément et tellement fortement que si demain le gouvernement, alors je parle de ça, mais effectivement, si on empêche les Paloumars d'aller dans leur palombière, on va avoir le même phénomène. Est-ce que c'est pas une forme d'absolue violence, une forme de coercition, est-ce que comment ça peut être bien vécu par une société? Parce que tu me parlais tout à l'heure, effectivement, quand il y a quelque chose qui disparaît simplement parce que l'environnement fait que c'est plus possible. Si demain les palombes elles passent plus, ça va s'éteindre, j'ai envie de dire, dans la douceur. Si demain, en revanche, l'État dit on n'a plus le droit de chasser les palombes, c'est d'une violence infinie, cette chose-là. Comment tu vois ça, toi? Oui, effectivement, l'État, de manière générale, la définition qu'on en donne généralement, c'est celle de Weber, hein, c'est celle de l'exercice légitime de la puissance, de la violence, pardon. Donc, l'exercice de la violence légitime, pardon. Donc, oui, effectivement, c'est intrinsèque à la définition d'un État. Pour autant, ce pouvoir n'est pas forcément efficace. C'est-à-dire que ça ne parvient pas forcément à son but parce qu'il y a aussi tout un pan des activités humaines qui échappe au regard de l'État. Et il y a toujours des pratiques, alors, soit de braconnage, des pratiques religieuses clandestines, ou simplement même une mémoire qui est conservée par les personnes et qui ensuite est retransmise. Parce que quand même, l'une des grandes difficultés des États, c'est qu'ils ne sont pas éternels. De manière générale, ça peut durer longtemps, mais c'est pas les systèmes politiques, si on regarde à l'échelle de l'histoire humaine, sont assez courts, finalement. Ah oui, c'est certain. Ça ne fait que, voilà, à peu près 210 ans qu'on est en République en France. Ouais. Et encore avec des périodes où ce n'a pas été des républiques. Non, ça a été plus compliqué, ouais.
D'ailleurs, des périodes compliquées dans lesquelles sont nées nos chasses traditionnelles, dont on parle, aussi, oui, tout à fait. Depuis tout à l'heure. Et du coup, bon, tu es arrivé dans le monde de la chasse, tu connaissais strictement rien? Ah non, absolument rien. Pas du tout d'une famille et donc je suis partie là-dedans. Je ne suis pas du tout d'une famille de chasseurs, même si à l'occasion de... Parce qu'au début du mois, j'ai été à un colloque à Toulouse pour faire participer à un colloque. C'était un colloque sur justement les relations entre les hommes et les animaux. Et je présentais un travail que j'ai fait sur la Sibérie. Il y a toujours un petit décalage en fait, il faut attendre un petit peu pour la chasse. Et j'en ai profité du coup pour visiter plusieurs palombières, alors en Haute-Garonne, mais aussi dans l'Aude et dans le Gers. Et j'ai appris à cette occasion que je suis allée voir une famille de chasseurs à Saint-Gaudens. Et en parlant avec ma grand-mère, j'ai appris que son père venait de Saint-Gaudens et que son oncle chassait. Donc, d'accord. Alors je ne savais pas du tout ça. Donc oui, il y a sûrement des chasseurs perdus quelque part. Mais non, a priori, de manière directe, en transmission directe. Ça fait combien de temps que tu as commencé ton travail sur les chasses traditionnelles? Ça fait depuis... Alors je suis arrivée dans les Landes pour m'installer le 27 décembre dernier. Le 27 décembre. Donc voilà, ça fait 6 mois. Oui, exactement. Et je me suis laissé entendre dire que tu avais passé le permis de chasser. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Alors oui, effectivement, finalement c'est très bien, ça revient à ce que je voulais dire par la suite, c'est que donc au départ je suis partie initialement pour 2 mois, parce que l'idée c'était de faire ce travail de sauvegarde sur les chasses à l'ortolan et éventuellement d'en tirer des éléments comparatifs secondaires par rapport à l'étude principale que je voulais toujours mener en Sibérie. Bon, ça c'était avant l'éclatement de la guerre en Ukraine. D'accord. Et en fait, j'ai même pas attendu jusque-là, parce que dès le mois de fin janvier, j'ai écrit à Charles Stepanov en lui disant « Écoute, là, je vais pas, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Et puis, moi, je veux bien travailler sur l'ortolan, mais je suis un petit peu frustrée de ne pas pouvoir faire de l'observation participante. Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est. C'est un peu le cœur de la méthode en anthropologie. Et puis, on me parle tout le temps de palombe, quoi. Donc, voilà. Et donc, en fait, on a assez vite décidé que je prolongerais l'étude. Tu vas forcément attendre le mois d'octobre maintenant. Voilà. Et justement, il y avait ce problème que je suis arrivée après la saison. Oui, évidemment. Donc, il fallait attendre la bataille suivante. Et j'ai pas voulu lâcher l'ortolan pour autant. J'ai voulu, en fait, essayer de comparer plusieurs chasses traditionnelles. D'autant qu'on a un peu un continuum de techniques. Ça, c'est un peu mon dada, les techniques et puis le rapport à l'espace, la cognition spatiale. Et sur les techniques, on a en fait une chasse à l'ortolan qui se fait à la matole, une chasse à l'alouette qui se fait matole et pente, principalement, même s'il y en a eu d'autres dans le temps. Et puis, palombe, on a aussi un arsenal de méthodes différentes de chasse, mais qui ne sont pas les mêmes. Voilà, on a les pentes, mais on n'a pas la matole, par exemple. Donc ça permettait aussi de voir un peu un gradient de technique. Ça je trouvais ça intéressant. Et donc pourquoi passer le permis de chasse? Alors ça a été un débat avec Charles Stepanov, puisque lui aussi s'était posé la question de savoir s'il allait passer ou pas le permis de chasse. Il avait commencé à faire les papiers, et puis c'était un petit peu ravisé, parce que son étude à lui, c'était vraiment une étude sur plutôt sur les représentations de la nature, le rapport à la nature, les schèmes de valeurs et quelque part la logique de l'éthique de chacun des deux parties, donc les chasseurs et puis les partisans animalistes qui luttaient plutôt contre la chasse. Et du coup, dans un désir, dans une volonté de garantir une certaine neutralité à son étude, ça pouvait être mal pris de passer le permis de chasse, notamment du point de vue des anti-chasses. C'est-à-dire qu'il aurait eu du mal à intégrer les milieux anti-chasse. Sachant que malgré tout, le fait de changer de pied, il l'explique très bien dans le livre. À un moment, il dit qu'il y a eu de l'espionnage à propos de sa personne, de part et d'autre. C'est-à-dire que les chasseurs se sont demandé « mais qu'est-ce qu'il fait chez les anti-chasses ?» et vice-versa, les anti-chasses se sont demandé « mais qu'est-ce qu'il fait chez les chasseurs ?» Ce qui fait que l'anthropologue est quelqu'un qui est toujours un peu difficile à cerner. Donc pour lui, effectivement, finalement, il n'a pas passé le permis de chasse. Et au départ, il n'était pas très partant pour que je le passe.
Et j'ai essayé de lui expliquer pourquoi je voulais faire ça. En fait, c'est tout simplement que pour travailler sur les techniques, pour travailler sur la transmission des savoirs, je voudrais qu'on me les transmette aussi. Alors même s'il y a toujours un petit écart, c'est que la plupart des chasseurs ont des parents chasseurs où il y a une transmission patrilinéaire ou au moins familiale de la chasse. Moi, c'est pas le cas. Donc nécessairement, c'est un petit peu différent et j'ai pas le même âge non plus. Mais malgré tout, se mettre dans la position d'un novice et essayer de voir quelle est la difficulté réelle du corps à corps avec l'environnement, avec une arme quand il y en a une, avec un animal quand on doit, par exemple, je sais pas, tuer une palombe qu'on a pris au filet ou peler un animal, un gibier, le sanglier, un chevreuil. Ça n'a pas la même implication de compréhension que si on me dit simplement oui, il faut le peler, ça prend du temps. Oui, donc ça prend du temps. Mais... finalement tu t'es dit si je ne vais pas m'immerger dans ce monde-là, mais en passant par la bonne porte, avec une vraie intention de comprendre, finalement, j'arriverai jamais à comprendre comment ça marche. Alors ça, c'est un petit peu le côté tête brûlée des anthropologues, hein, par rapport peut-être à d'autres sciences humaines qui sont peut-être plus abstraites dans leur méthode de collecte des données, qui fonctionnent peut-être plus par questionnaire. Je pense notamment aux sociologues, même si la sociologie évolue beaucoup vers l'anthropologie aussi. Mais disons que depuis à peu près Bronislaw Malinowski, même si c'est pas le tout premier, hein, donc c'est un anthropologue qui s'est retrouvé pendant la Première Guerre mondiale, il s'est retrouvé aux îles Trobriand, donc c'est dans l'océan Pacifique. Il s'est retrouvé un peu perdu là, il se demandait quoi faire, et puis il s'est retrouvé un petit peu à tuer le temps en notant un peu ce qui se passait dans les tribus autochtones qu'il accueillait. Et il en a tiré finalement une étude, et c'est de là que vient un petit peu, alors je trace à grandes lignes, hein, mais c'est de là que vient cette idée de participer pour observer et d'observer pour participer, et que c'est de là que vient le savoir. Et participer, c'est pas juste participer, je t'aide à faire la vaisselle, c'est vraiment... C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que sans finalement, voilà, j'ai envie pour aller vite, sans mettre les mains dedans, tu peux pas savoir finalement. Oui, oui. Pour moi, effectivement, un anthropologue, finalement, c'est quelqu'un qui met un peu les mains dans le cambouis quelque part. Et j'aime bien c'est quelque chose qui m'a plu dans l'anthropologie par rapport à l'histoire, parce que j'en ai fait aussi un petit peu. On est dans des archives, on est tout seul face à de vieux papiers, c'est très touchant et en même temps c'est très frustrant parce que la chair humaine, si j'ose dire, non pas dans un... c'est pas pour la manger, hein, pas du tout, bien mais sûr, c'est, comment dire, l'intensité humaine de la vie humaine, elle est impalpable et elle est anonyme encore. Alors que quand on est avec des êtres humains, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'indicible. Quand on passe un bon moment avec quelqu'un, c'est pas toujours facile de savoir pourquoi. Ça peut être juste les atomes crochus. Ce qui fait que l'enjeu de la neutralité, j'y réfléchis énormément. C'était ma question d'après, Léa. Oui, c'est quelque chose qui me... beaucoup plus ici qu'en Sibérie, parce qu'en fait, la manière de faire de l'ethnographie ici en Sibérie, c'est diamétralement opposé. C'est-à-dire qu'en Sibérie, les gens sont pour la plupart beaucoup plus pauvres qu'ici en termes de pouvoir d'achat, mais il y a un sens de l'hospitalité qui fait qu'on vit chez les gens. Donc tu pénètres très facilement dans l'intimité des gens très vite. C'est-à-dire qu'en fait, je vis H24 chez les gens, avec un degré de promiscuité, enfin de proximité physique qui est réel, puisque ce sont des habitats circulaires, des yurts, et on fait tout dedans. C'est-à-dire qu'on dort tous ensemble, on mange tous ensemble, on se lave un peu, les gens sortent quand quelqu'un se lave, mais on est quand même dans le même espace. Les enfants, les personnes âgées, tout le monde est dans ce petit espace qui fait à peu près une vingtaine de mètres carrés en moyenne. Hein. Pour les yurts standards, il y en a des plus grandes. Mais bon, quand elles sont plus grandes, on met plus de gens dedans. Ouais, voilà. Donc, la densité au mètre carré dans les habitations domestiques, dans les yurts, est assez élevée, ce qui apparaît en contraste avec les densités de population dans la steppe qui sont très faibles. Donc, c'est drôle. Oui, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de nouvelles depuis le Covid, mais j'ai un peu peur. Ouais. Et parce que c'est des espaces très vides, mais les gens vivent de manière très rapprochée.
Donc là, effectivement, c'est une ethnographie où en fait, c'est non-stop, quoi. J'ai pas un seul moment de répit. Il faut même que je trouve il faut que j'arrive à trouver un moment pour noter ce que je vois, parce qu'il se passe tout le temps plein de choses. Les gens passent leur journée à s'occuper des troupeaux, à préparer la nourriture, enfin... En fait, l'essentiel de la vie quotidienne chez les pasteurs nomades est tourné autour de la subsistance. Donc, tout ce qu'ils font, c'est pour se nourrir. Alors que là, j'ai envie de dire que tu es au milieu de gens qui vivent à peu près comme toi, finalement. Exactement. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que je ne vis pas chez quelqu'un, je vis dans un village, mais je vis seule. Et si le soir, j'ai envie de me détendre et faire autre chose que de réfléchir à la chasse, je peux le faire. J'ai mon intimité. Si j'ai envie d'aller au restaurant ou si j'ai envie d'aller au cinéma, je peux me débrouiller pour le faire et m'échapper un petit peu du terrain. Donc ça n'a rien à voir. Je suis maître de mon temps quelque part, même si j'essaye de... Bien sûr, ça m'intéresse, donc je colle le plus proche possible du monde de la chasse. Mais si j'ai besoin d'une pause, c'est possible. Alors qu'en Sibérie, non, je suis soumise oui, forcément. Voilà, à ce que les gens décident de faire. Et en plus de ça, en tant que femme, j'ai un statut particulier qui fait que pour accéder à la sphère d'activité des hommes, c'est pas évident. Donc je suis un petit peu cantonnée à ça. Et en tant qu'étrangère, ils ne savent pas vraiment où me placer dans l'arbre généalogique, puisque les relations sont... Voilà, il y a des relations d'alliance entre les familles qui font que tout le monde a quelque part un rôle de parenté dans la manière de faire, etc., ou dans les activités qu'on fait. Alors moi, je viens de nulle part. Donc il y a un trouble entre le visiteur, qui reste peu de temps, mais moi je reste trop longtemps, la fille à marier, mais en même temps, je suis pas non plus... Voilà, c'est pas tout à fait ça non plus. Et l'enfant, puisque je n'ai pas les codes. Je n'ai pas les codes et j'ai un âge qui fait que je devrais être mariée avec des enfants depuis fort longtemps. Or, c'est pas le cas. Donc, il y a ce trouble-là. Donc, les gens ne savent pas forcément très bien où me mettre et généralement, ils me mettent à la case enfant. Donc, j'ai absolument aucun pouvoir de décision sur ce que je dois faire. On me dit, fais ça, voilà. Donc, c'est vraiment très, très différent. Oui. Et puis, quelque chose aussi, c'est que c'est vrai que souvent, je me suis posé la question de la légitimité de ma présence, dans la mesure où, pour les gens, quelque part, c'est un peu étrange. D'avoir ce métier, enfin, parce qu'on ne produit rien à leurs yeux. On ne produit pas de la nourriture, on n'a pas d'enfants, où est-ce qu'il est ton mari, enfin, c'est ce genre de questions que j'ai. Donc, ils sont assez interloqués et je me demande parfois s'ils voient vraiment un intérêt, si ça leur sert en fait, vraiment. Est-ce que ça a du sens pour eux ou est-ce que c'est simplement un caprice occidental qui vient là et qui se pose des questions philosophiques? C'est très intéressant, mais... il y a quelque chose chez les anthropologues qui est que on doit aussi revenir après avoir fait l'étude pour restituer, c'est ce qu'on appelle la restitution, restituer le travail à ces personnes et voir ce que finalement ça a pu donner de collaborer avec nous, enfin de nous aider tout simplement. Parce que notre travail, parfois j'ai l'impression qu'on est un peu des parasites parce que quelque part, tout le savoir qu'on a, on n'a pas nous. Enfin, on réfléchit par-dessus, mais la base du savoir, c'est pas nous qui le fournissons. C'est pas vous qui le fournissez, mais en revanche, cette intention de cartographier le savoir humain, il est à mon sens absolument oui, de faire des liens, effectivement. De faire des liens entre les gens, et puis... mais en tout cas, moi je le ressens comme ça. Je ressens beaucoup plus un côté... c'est plutôt flatteur de voir la science arriver et essayer de découvrir des choses sur ce qu'on est, sur des choses qui sont implicites, qui nous paraissent évidents, mais il y a quelqu'un qui devient curieux de ce qu'on est. Et je dois t'avouer que vu qu'on nous tape dessus à longueur d'année, à base de clichés complètement stupides la plupart du temps, voir quelqu'un qui arrive... En essayant, il faut qu'on finisse sur cette histoire de neutralité, parce que en essayant d'avoir une approche scientifique de notre monde, je ne vois pas comment on peut accueillir autrement que par de la bienveillance, en fait. C'est super, parce que nous, on n'a rien à cacher, en fait. Non, bien sûr.
Mais c'est ça qui aussi est très nouveau ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aux yeux des personnes, bon, peut-être pas toutes, hein, je ne dis pas que c'est consensuel ou que les gens sont tous emballés par cette idée-là, mais chez beaucoup de personnes, j'ai l'impression qu'elles y voient un intérêt, elles sont intéressées à participer, et cet aspect-là de co-construction symétrique, parce que en Sibérie, j'avais parfois le sentiment que c'était une co-construction, mais qui était asymétrique en fait. Parce que moi, je savais ce pourquoi je le faisais, mais j'avais l'impression que ce n'était pas forcément le cas de l'autre côté, tu vois. Ouais. Alors qu'ici, il y a une volonté aussi de mieux se comprendre soi-même. Alors évidemment, je reste prudente parce que y a peut-être des personnes aussi qui voudraient donner une bonne image d'elles, alors que moi, c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Ni ma propre opinion, ni de savoir si c'est bien ou mal dans l'absolu. Pour moi, c'est vraiment une pratique qui date il y a des millénaires de chasser. Ça fait partie de l'hominisation. C'est même pas de l'histoire humaine, c'est l'histoire de l'espèce humaine. C'est même plus de l'histoire culturelle humaine. C'est bien plus que ça. Et essayer de comprendre quel sens, quelle valeur ça a aujourd'hui et pourquoi les gens continuent à le faire, pourquoi c'est important pour eux. Et c'est pas mon but de savoir si c'est bien ou mal de tuer un animal ou de manger ceci, cela. Et toi, tu as un avis ou pas? À titre personnel, ouais. Je sais bien que c'est une question bizarre à demander à un anthropologue. Mais... je crois que c'est ça aussi qui m'a peut-être facilité la chose, c'est que déjà à la base, j'ai pas vraiment d'a priori. T'es pas une anti-chasse planquée qui arrive pour faire sa petite enquête et ensuite non, se ruer chez L214 pas spécialement. Bien sûr qu'on a tous des opinions sur certains sujets qu'on connaît, mais c'est vrai que de nature assez spontanée, quand je ne connais pas, je n'ai pas d'avis. C'est incroyable ce que tu viens de dire. Est-ce que tu te rends compte à quel point on vit dans une société qui est malade de l'absence de ce que tu viens de décrire? C'est-à-dire que, moi ce qui me frappe, hein, c'est que ça fait 6 mois que tu es là. On a passé hier quelques heures ensemble dans une palombière à découvrir un petit peu un papy qui raconte ses histoires. 6 mois après, tu as toujours une soif de découverte, une soif d'apprentissage. Tu as passé ton permis de chasser. Et de l'autre côté, nos adversaires, les adversaires de la chasse, passent leur temps à faire croire au monde qu'ils sont en train d'informer sur la chasse, alors qu'ils sont absolument incapables de décrire même l'animal chassé, et encore moins les pratiques de chasse. Donc, ces espèces de tribus qu'on retrouve sur Internet, où les gens se mettent ensemble, le camp du bien, le camp du mal, le camp de ci, le camp de ça, ça tue le savoir, en fait. Parce que les gens, ils n'ont plus le temps, ils ne se donnent plus la capacité justement de dire ce que tu viens de dire, qui est pour moi absolument essentiel. Je ne sais pas, ben, je vais aller voir. Oui, alors pour ça, il faut du temps aussi. Hein, il faut du temps, mais à tous les niveaux. À ce moment-là, on peut dire, on peut aussi acter le fait qu'on ne sache pas, et puis tant pis. Oui. Mais au moins qu'on ne se mette pas à avoir un avis comme ça, d'un coup, qui tombe du ciel, parce qu'on a vu une vidéo de je ne sais quel influenceur, tu vois. Oui, effectivement, la suspension du jugement est peut-être... C'est possible encore, tu crois? Est peut-être plus si courante que ça, je ne sais pas. Je le vois en tout cas sur certains sujets, effectivement. Après, bon, évidemment, tu imagines bien que sur la Palombe, à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai manque de connaissances, même scientifiques. Hein. Enfin, on a des études biologiques, beaucoup, sur l'animal en soi, mais sur la pratique, on a vraiment peu de choses. Je ne méprise absolument pas le savoir qui est transmis dans les livres de passionnés aux éditions Sud-Ouest. Il y a énormément de livres qui sont parus sur la chasse à la palombe, mais dans le monde universitaire, il y a vraiment très peu de choses. Et alors ça a un inconvénient, c'est que du coup il faut tout inventer, mais ça a aussi un avantage, c'est qu'il faut tout inventer. C'est-à-dire que quelque part on a un peu les mains libres pour essayer de nouvelles choses sans être bloqué par voilà, une étude canonique qui vient là un peu imposer sa théorie. Donc c'est aussi un espace de liberté.
Après, ça veut dire aussi qu'il y a énormément de travail et il y a beaucoup de moments où je me dis il faudrait que je sois 5 en fait pour pouvoir tout faire, quoi. Aller en palombière, faire le questionnaire, traiter les données, faire les photos, rédiger, prendre des photos. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses. Aller en archive, faire le tour du Sud-Ouest. Voilà. Mais c'est passionnant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, ça prend du temps et d'une certaine manière, c'est aussi une chance d'avoir le temps et de faire ce métier-là, quelque part, de faire ça à temps plein. Après, moi, j'ai pas du coup forcément le temps d'aller voir tout le monde de la chasse qui est très divers. Sinon, il faudrait que j'aille voir les veneurs, il faudrait que j'aille voir le gibier d'eau, il faudrait que j'aille voir beaucoup de choses. Et en plus, m'occuper des milieux anti-chasse, comprendre comment ça s'organise, est-ce qu'ils se connaissent vraiment, est-ce que c'est vraiment des communautés en ligne uniquement, comment les communications se font, quels sont un petit peu les auteurs de référence, est-ce qu'il y en a, comment circulent les idées. Quel est aussi leur rapport à l'animal? Alors ça, Charles Stepanov a un peu enquêté là-dessus. Il explique assez bien dans son livre sur la différence entre sympathie et empathie et sur le double perspectivisme des chasseurs qui sont capables d'adopter un point de vue à la fois de prédateur et de proie. Alors que voilà, chez les antichasses, on est plutôt dans une projection de sensibilité humaine dans l'intériorité de l'animal et non pas voilà, ils sont dans un trouble cognitif permanent. C'est-à-dire quand tu vois, par exemple, je pense à ça parce qu'il y a systématiquement, en ce moment, il y a une espèce de campagne qui est faite sur les réseaux sociaux où ils prennent la photo d'un animal avec ses petits. Oui. Là, il se trouve que le dernier, c'était une poule avec des poussins. Et qui disait, regardez, eux aussi ont des familles et ils tiennent à leurs enfants. Tu vois, il y a une espèce d'anthropomorphisation permanente, en fait. Et en fait, moi, j'ai répondu à cette personne en lui disant, et la cigogne donc, qui juste va assassiner son petit le plus faible et le balancer du nid, est-ce que c'est une mauvaise maman? Parce que je ne sais pas comment ils arrivent à réconcilier du coup cette espèce d'anthropomorphisation permanente avec finalement ce qui se passe dans la nature. On dirait qu'ils ne veulent pas le voir. Oui, alors, bon, effectivement, on peut s'agacer de ça, quand notamment les chasseurs sont très agacés par ça. Non, pas du tout. T'es pas la première personne à exprimer un peu voilà, une sorte d'irritation. Moi, en tant qu'anthropologue, je le vois plutôt comme étant la manifestation vraiment d'un autre rapport à la fois à l'animal, mais aussi à soi en tant qu'être humain, quelle est notre place dans le monde. Et à des conceptions de ce qu'est la nature et de ce que c'est que la culture qui ne sont pas les mêmes souvent. Dans tous les cas, on est de toute façon dans un rapport, en tout cas en Occident, assez contradictoire à l'animal, puisqu'on oscille entre une surexploitation et puis une surprotection. Et ça, c'est ce que montre, c'est ce dont parle Baptiste Morisot quand il parle de crise de la sensibilité. Et alors pourquoi cette expression est intéressante, c'est qu'on peut l'entendre de deux manières différentes. C'est soit une crise de la sensibilité dans le sens où on devient insensible. Alors pour preuve, les millions et les millions d'animaux qu'on abat chaque jour en France pour l'élevage intensif, hein, je crois qu'on est aux alentours de 46 millions si je ne me trompe pas. Il faudrait peut-être fact-checker là pour le coup. Okay. Mais on est en tout cas dans cet ordre de grandeur-là. Et puis une hypersensibilité à la souffrance animale d'un autre côté. Et ça, c'est un mouvement historique vraiment pluriséculaire. Hein. C'est ce qu'écrit Norbert Elias dans La civilisation des mœurs. Il décrit ça assez bien. Alors que finalement, à partir de la Renaissance, bon, lui il date ça de là, on pourrait peut-être peaufiner ou voilà, chipoter un petit peu sur les dates, mais l'idée, c'est qu'on est face à finalement une relégation de la violence en dehors des sphères de la civilité humaine. Donc les abattoirs qui étaient en cœur de ville et qui étaient en plein air, souvent se faisaient un peu, voilà, on abattait les animaux ou on les dépeçait aux yeux de tous dans la rue. Finalement, on met ça petit à petit dans des bâtiments fermés. Les bâtiments fermés sont mis de plus en plus loin du centre des villes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Les abattoirs ne sont plus à la Villette. Maintenant, c'est un centre culturel. Voilà, les cimetières, les mosquées. Bon, il y a plein, on pourrait un peu
On pourrait un petit peu appliquer ça à différentes choses qu'on ne veut pas forcément voir dans le centre-ville. Ou alors il suffit de prendre la ligne de métro T2 à Lyon et juste vers Bron, et puis on a à peu près la liste de toutes les choses qu'on ne veut pas voir en centre-ville. D'accord. C'est-à-dire les zones commerciales, la faculté, des premières années de faculté, je veux dire, le cimetière, l'hôpital, voilà, tous ces genres de choses. Et puis aussi les abattoirs, les décharges. Donc oui, effectivement, ces zones de la marginalité. Et on l'a aussi dans la manière même qu'on a de vendre de la viande dans un supermarché. En fait, on n'a plus du tout conscience qu'on est face à un animal. On a des morceaux qui sont distincts les uns des autres. Mais finalement, si on réfléchit, on est face à des rayons de supermarché. On a l'impression qu'un porc a 15 oreilles, en fait. C'est ça. Ou, enfin, 15 paires d'oreilles, en l'occurrence. Parce que on a voilà, même les organes internes qui sont uniques dans un animal, typiquement le foie, ce genre de choses, le cœur, il y en a des barquettes et des barquettes et des barquettes, donc c'est autant d'animaux qu'on a tués. Ça me rappelle une vidéo que j'avais faite, parce que justement, moi, ça m'amuse toujours de relever ce genre d'incohérence-là. C'est que au moment de la chasse, les magasins Leclerc avaient entreposé des gibiers, mais entiers, dans des barquettes avec du cellophane. Donc il y avait en fait des lapins, mais avec la peau, morts, posés. Il y avait des oiseaux, me semble-t-il. Et en fait, ça a fait un tollé absolu. Il y a eu une espèce d'opération de cancel sur les réseaux sociaux, au point que le magasin Leclerc a été obligé de retirer de ses rayons ces animaux morts. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus par la suite. Et c'est là que tu vois, alors qu'à côté, il y a les rillettes, il y a tu vois, c'est complètement fou. On ne veut plus voir la base d'où provient notre alimentation. On ne veut plus le voir. C'est comme il y a régulièrement des histoires où tu vas retrouver par exemple des chasseurs qui ont tué un sanglier et ils ont un rendez-vous de chasse qui est au milieu de la forêt, il y a un passage des gens qui passent, qui sont horrifiés parce qu'ils sont en train de peler l'animal. C'est pourtant pas forcément des végétariens, mais on arrivait à tellement se déconnecter de cette réalité-là que j'ai l'impression qu'énormément de gens vivent dans une sorte de fantasme finalement. Oui. Alors justement, en début de mois, j'ai présenté une communication sur la différence entre l'élevage sédentaire et l'élevage nomade du point de vue du rapport à l'animal. C'est-à-dire qu'il y a une question que je me pose, mais pour l'instant, je ne peux pas y répondre puisque je n'ai pas pu retourner en Sibérie, mais je me demande si le fait de vivre de manière sédentaire et donc d'avoir aussi des activités disons salariées, et donc on délègue finalement les activités de subsistance à autrui, n'implique pas aussi un changement de statut de l'animal à nos yeux, puisque le fait de ne plus abattre l'animal fait que finalement ça devient une matière, une nourriture, un produit, un ingrédient, mais ce n'est plus de la chair humaine. Or l'abattage, qu'est-ce que c'est? C'est transformer une chair vivante en viande. C'est le passage de la chair à la viande. Il y a une différence. De la même manière qu'en allemand, en France, on ne fait pas tellement la différence entre chair et corps. Il y en a une petite, mais c'est pas aussi net qu'en allemand où on dit Leib pour dire la chair. C'est la chair qui sent, qui ressent et qui peut être ressentie. C'est-à-dire, quand tu prends ta main, tu la mets sur ton autre main, tu touches ta main en même temps que ta main est touchée. Et tu as les deux sensations. Donc c'est ça, c'est la chair qui sent et qui est sentie. Et puis il y a Körper, qui est vraiment le corps, mais c'est quelque chose qui est physique dans le sens chimique. Hein, c'est quelque chose qui n'a pas de la dépouille éventuellement. Oui, c'est Körper, c'est quelque chose, c'est l'organe, l'organique. Hein. Le médecin va voir le Körper, et puis peut-être le psychiatre va plutôt penser à la chair. D'accord. Et voilà, c'est cette différence-là. On passe de l'un à l'autre quand on abat, en fait, puisqu'on dépouille. On dit dépouiller, d'ailleurs. Oui. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant de dire dépouiller. On dépouille de quoi? C'est vrai. On dépouille de la vie. Mais ce serait un sujet vraiment, vraiment super intéressant d'arriver à savoir comment les humains... Parce que du coup, moi qui suis un chasseur, qui suis un héritier de chasseur,
J'ai toujours eu ce rapport-là à l'animal. Mhm, mhm. Et du coup, j'ai un rapport, moi, à l'animal vivant qui est extrêmement puissant. J'ai une connaissance aussi de cet animal qui est... voilà, pas besoin d'être chasseur pour les connaître, hein, c'est pas la question, mais il y a un intérêt absolu. Et du coup, ce que je mange, quand c'est moi qui ai tué cet animal, j'ai une espèce de satisfaction absolue d'être allé dans la nature, d'avoir tué un animal sauvage, de l'avoir préparé et de l'offrir à manger à ma famille. Il y a une sorte de cercle là, un truc qui s'est fait, et je ressens une vraie satisfaction qui va bien au-delà que de mettre un poulet dans le four, quoi. Oui, oui. Oui, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre ce que tu veux dire si, par exemple, dans l'hypothèse où le fait, par exemple, de faire son potager ou d'aller ramasser des champignons soi-même procure la même sensation, à ce moment-là... Alors, en tout cas, j'ai pas ce même rapport-là, moi, mais là, je parle que de moi. Donc il y a quelque chose en plus dans la chasse, malgré tout. Moi, c'est l'impression que j'en ai, parce qu'il y a aussi la responsabilité d'ôter la vie à un animal. Ôter la vie à un animal, c'est pas rien, contrairement à ce que veulent bien dire nos détracteurs, c'est pas rien. C'est un moment qui est relativement grave. Moi, je le vis comme ça, en tout cas. Et donc, il y a une forme de ritualisation derrière de l'acte pour rendre honneur à cet animal à qui on vient d'ôter la vie. On ne le manipule pas n'importe comment, on le respecte. Et pour la fin du respect, c'est ce moment où tu as réussi à valoriser cet acte de chasse, où tu vas justement nourrir des êtres humains avec. Il y a une boucle qui se ferme parce que je dois justifier de la mort de cet animal par cet acte-là. Moi, je suis capable d'arrêter. Si je suis aux grives avec les copains, je suis capable de m'arrêter de chasser parce qu'il y a une grive, j'arrive pas à la retrouver. Non, ça marche pas. Je vais passer 3/4 d'heure à quatre pattes dans les ronces, mais je partirai avec cette grive. Parce que sinon, cet acte-là, il est devenu gratuit et j'ai perdu le sens, moi, de ce que je suis en train de faire. Oui, effectivement, mais alors ça, c'est assez universel dans les sociétés humaines. Peut-être en dehors de l'élevage industriel, même si, il y a certains, je pourrais en reparler, mais on diabolise aussi souvent les éleveurs qui font de l'élevage industriel. En réalité, ils ne sont pas tous insensibles à leurs animaux. Bien sûr que non. Ah non, clairement pas. Ça, c'est Séverine Lagneau qui a travaillé là-dessus. Un nom prédestiné, mais elle a travaillé sur l'élevage bovin. Et elle montre assez bien qu'il y a un vrai attachement des éleveurs auprès de leurs vaches, même quand ils les emmènent à l'abattoir. Mais effectivement... C'est réel, oui, je l'ai vu de mes yeux. Effectivement, donc disons une partie peut-être. C'est assez universel de chercher à compenser quelque part l'acte de violence par finalement une manifestation de respect, voire de contre-don envers l'animal qu'on a tué. Et ça, c'est extrêmement codifié en Sibérie avec l'abattage par arrachage de l'aorte, qui est un abattage spécifique au monde mongol. Donc c'est un abattage qui a été réglementé au XVe siècle par Gengis Khan et qui préconise en fait le fait de tuer l'animal le plus vite possible pour abréger ses souffrances, puisque Gengis Khan venait de se convertir au bouddhisme tibétain. Donc bouddhisme et abattage, ça paraît incompatible, mais en réalité c'est très compatible. Et donc pour faire en sorte que ce soit le plus court possible, la méthode la plus efficace, du moins à l'époque, c'était en fait d'arracher l'aorte de l'animal. Donc pour ça, en fait, on allonge l'animal sur le dos, on se met à califourchon dessus et on fait une incision au niveau du sternum. L'abatteur plonge la main droite dans la poitrine de l'animal qui est encore vivant, donc, et il arrache l'aorte à la main. Et c'est instantané. C'est rock'n'roll quand même. Oui, j'ai ethnographié plusieurs abattages de ce type-là sur différents types d'animaux, chèvres, moutons, etc. Mais c'est systématique. C'est pas n'importe qui le fait d'ailleurs dans les systèmes de parenté. C'est pour ça qu'il y avait ces questions étranges dans mon questionnaire, c'est que c'est toujours l'oncle maternel qui s'en occupe et qui n'est pas marié. Alors peut-être que parce que le fait d'abattre souille quelque chose, on n'arrive pas trop à savoir pour l'instant, mais il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. En tout cas, c'est jamais une femme qui le fait, évidemment. Et
l'animal repose sur le dos, il doit absolument reposer sur un support qui le sépare du sol, c'est-à-dire une bâche, une couverture, puisque dans la lettre du Gengis Khan, il y a cette idée que le sang de l'animal qui coulerait sur le sol viendrait stériliser ou souiller le sang. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu aussi noter qu'au moment du dépeçage, alors comme ici, c'est-à-dire les femmes s'occupent finalement de nettoyer les viscères, notamment les boudins, faire les boudins, s'occuper de ces parties-là. En revanche, le débitage à proprement parler, c'est-à-dire le démembrage, voilà, découpe des morceaux, ça c'est vraiment masculin comme tâche, de la même manière que le fait de dépouiller aussi, c'est masculin. Et abattre, évidemment, c'est masculin. Et au moment du nettoyage des organes internes, donc on trie un petit peu, hein, et à un moment, souvent, l'abatteur prend le cœur, se met un peu à l'écart de la zone de dépeçage, et d'un geste vraiment très très significatif, hein, très intuitif, hein, on comprend assez vite ce que ça peut vouloir dire. Avec sa pointe du couteau, il arrache quelque chose de l'intérieur du cœur qui ressemble à un caillot de sang. Or, moi, je ne vois comme explication que le fait que c'est le caillot de sang, en l'occurrence, qui est la marque de la mise à mort. Je ne vois que ça. Et je ne vois pas en quoi ce caillot de sang serait pas comestible. Je ne vois pas. Et on ne le donne pas aux chiens, alors qu'il y a des autres parties qu'on ne mange pas, typiquement les poumons, on ne mange pas vraiment. On donne ça aux chiens. Alors que cette partie-là, ce petit filament de sang, là, ce caillot de sang, on ne le donne pas aux chiens non plus. On le jette comme ça vers la partie impure du campement, parce que le campement est organisé en voilà, la zone qui est habitée, habitable, et puis la zone qui est habitée, mais dans laquelle finalement on concentre les éléments qui sont plutôt de l'ordre du déchet ou de l'impureté. Donc typiquement c'est là qu'il y a les toilettes, c'est là qu'on fait sécher les excréments du troupeau pour faire des galettes, et ensuite ces galettes on les utilise comme combustible, parce qu'il n'y a pas de bois. C'est là qu'on fait des tas aussi pour trier les déchets. Ils sont assez à cheval là-dessus, si j'ose dire. Oui, de toute façon, il y a toujours eu, dans l'histoire humaine, a priori, du sacré dans les actes de chasse et dans les actes d'abattage. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose... Et puis, au moment de l'abattage, il y a une suspension des temps dans le campement. C'est-à-dire que avant d'abattre l'animal, au moment où on l'amène, etc., les enfants continuent de jouer, les femmes continuent de s'occuper du linge, des bébés, les bergers sont au loin, éventuellement on est en train de traire, la vie du campement continue en parallèle. Sauf au moment où l'abattage a lieu, les quelques secondes avant et après, les enfants rentrent dans les yourtes, silence. Tout d'un coup, tout le monde s'arrête de faire ce qu'il est en train de faire. Et il y a un accompagnement de l'abatteur dans l'expiration de l'animal. C'est-à-dire le dernier souffle de l'animal. Par exemple, il va chercher à lui fermer la bouche pour éviter que l'animal avale sa langue quand c'est possible. D'accord. Parce qu'il y a toujours un petit moment, ça dure vraiment 2 secondes, hein, mais l'animal sursaute quand même. Donc, pour éviter qu'il n'avale sa langue, même si en soi ça n'a pas vraiment de sens parce que ça n'a aucune conséquence in fine. Mais pour éviter que voilà, il s'étouffe, on ferme sa bouche et puis on lui met parfois les mains sur les yeux pour éviter que voilà, comme s'il fallait quelque part prendre soin de son visage. C'est fascinant ça. Prendre soin de son visage, sachant que c'est une population qui anthropomorphise assez peu, enfin voire très peu. Ouais. Et que ce n'est pas une population extrêmement expressive. C'est une population asiatique où on est plutôt dans une culture où on ne montre pas ses sentiments facilement. On ne va pas se faire des grandes embrassades comme ça, tout bout de champ, du tout. Donc c'est vraiment particulier. Ouais. Bah c'est assez fascinant de voir que l'homme est capable de mettre du sacré un peu partout et dans cette partie-là... particulièrement. Je n'ai pas vu, moi évidemment je ne suis pas ni anthropologue ni chercheur en quoi que ce soit, je me suis quand même beaucoup intéressé à ces sujets-là et ça revient à la dernière
bouchée qu'on va mettre dans la gueule d'un brocard qu'on vient de tuer. C'est toute cette sacralisation, en fait, et qu'on retrouve même sur les peintures pariétales, d'ailleurs. Oui, tout à fait. On le retrouve en Sibérie également, ouais, notamment sur la chasse à l'ours. C'est ça. C'est ça. Je reviens sur la notion de culture et sur la notion de perte que je ressens, que je pense est ressentie par tous ces gens qui vont dans la rue pour crier leur révolte, parce qu'on est attaqué, parce que par exemple aujourd'hui on ne peut plus chasser l'alouette au filet, ce genre de choses-là. On s'en fout des alouettes, on est d'accord, c'est pas pour avoir des alouettes, c'est que généralement ce sont des héritages. Et c'est un petit peu, on a l'impression que c'est la mémoire de nos grands-parents qu'on assassine. Et donc ça crée une révolte intérieure qui est extrêmement forte et un sentiment de perte qui est terrible. Et comment toi, dans ton œil d'anthropologue, tu me parlais tout à l'heure de métissage, un petit peu naturel des choses, mais est-ce que quelque part, est-ce que tu peux dire que ce métissage, tu peux lui donner un qualificatif de... Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est difficile ça de pouvoir le voir. Je sais que toi, tu as un œil très extérieur, tu regardes les choses et tu essayes de les comprendre et tu as un œil de scientifique. Est-ce que du coup, comment on peut se baser pour défendre ce qui nous semble tellement important, qui ne correspond non pas à notre loisir, mais à notre identité? Oui. Alors effectivement, pour moi, c'est ni bien ni mal. Je le constate simplement que voilà, il y a des chasses qui sont interdites au fur et à mesure du temps, mais on a un peu oublié que dès le XVIIIe siècle, on perd des chasses. La chasse à l'alouette, elle se faisait avec bien plus de techniques que ce qu'on a aujourd'hui. Elle se faisait au tintamarre, elle se faisait au cul levé, elle se faisait de nuit, aux lanternes. Il y avait plein de techniques qui ont été interdites par l'édit de Louis XIV en 1664. Donc c'est pas nouveau ça. Et quand on regarde un petit peu les débats sur le droit des chasses aux migrateurs au XIXe siècle, on a déjà des atermoiements sur quels oiseaux on peut chasser, qu'est-ce qui est bien d'être chassé ou pas, etc. Et Jean Jamin parle déjà dans les années 80 de groupes anti-chasse qui viennent faire des sabotages de tanneries. C'est absolument pas nouveau en réalité. Est-ce que c'est la résonance moderne de nos moyens de communication qui fait qu'on a une impression d'être harcelé quelque part? Parce que la vérité, c'est que quand ils font des manifestations, ils sont 4 derrière une pancarte. C'est ça la réalité, c'est qu'il n'y a pas de soulèvement anti-chasse en France. On est très très loin. Mais est-ce que du coup, c'est quoi? Tu penses une caisse de résonance qui est liée aux réseaux sociaux? Certainement que ça accélère les choses et que ça amplifie certains débats. Parce que oui, en plus, c'est systématiquement repris par... Et puis, si je peux me permettre une opinion personnelle, il me semble aussi qu'il y a un certain nombre d'interactions ou médiatiques qui poussent plutôt à la simplification qu'à la complexification des idées. Voilà, tout simplement, il suffit de regarder le temps, la durée des émissions ou des interviews qui s'est considérablement raccourcie. Il n'y a plus vraiment de débat d'idées de fond qui dure plus de 20 minutes, ce qui est extrêmement court en réalité. C'est le moins qu'on on n'a puisse dire. pas vraiment le temps de savoir déjà à qui on a affaire en tant qu'auditeur, qui est-ce qu'on écoute. C'est un peu dommageable. Donc c'est vrai que ça ne favorise pas, on va dire, une pensée un peu complexe. Alors ça, c'est pas seulement le problème des réseaux sociaux. De manière générale, on le voit aussi dans les programmes scolaires, qu'on a tendance à être plutôt dans la simplification et dans la réduction du temps passé à expliquer des choses aux élèves. Donc, nécessairement, on explique des choses de manière beaucoup plus simple. Et le problème, c'est que plus on simplifie, et plus il y a le risque de devenir simpliste, et plus on est simpliste, plus il y a le risque de devenir faux. Et c'est un peu le problème. Voilà. Après, sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vrai que j'ai tendance à voir les choses un petit peu pas tout noir, tout blanc, c'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de changements sociaux, de pertes culturelles, comme les gens aiment bien l'identifier, généralement,
les chasseurs ne sont pas les seuls à s'identifier comme étant des perdants de cette transformation culturelle. C'est assez mondialisé. Il y a David Berliner qui a écrit tout un livre là-dessus qui s'appelle « Perdre sa culture ». Et en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, les personnes qui subissent ou qui disent subir cette perte de la culture, elles y participent aussi largement, sans forcément s'en rendre compte. Je m'explique, par exemple, les pasteurs nomades, ils savent très bien que, voilà, quand ils ont un discours de perte de la culture nomade, c'est très important, c'est l'identité, des tout-va, etc. Et en même temps, ils voient très bien qu'avec le changement climatique et les problèmes liés au foncier et à la dégradation des écosystèmes là-bas, le pastoralisme n'a pas vraiment de chance de survie, disons, dans une économie mondialisée, dont ils sont très dépendants pour faire venir de l'essence, des produits qu'ils ne peuvent pas produire eux-mêmes, mais qui n'a que faire, évidemment, des produits du pastoralisme. Personne ne mange des conserves de yak de manière massive. Donc, c'est où la laine de brebis, c'est pas rentable, quoi. Ça m'intéresse pas. Donc, du coup, tu penses que... Et donc, en fait, ils poussent leurs enfants à aller à la ville pour devenir des salariés, devenir des petites mains dans les cuisines, des commis de cuisine, des serveurs, des chauffeurs de taxi, ou que sais-je encore. Donc finalement, ça ne fait que aggraver finalement le phénomène dont ils se plaignent eux-mêmes, dont ils regrettent le progrès. Donc c'est toujours un petit peu ambivalent. Et chez les chasseurs aussi, d'une certaine manière, on a un petit peu ces ambivalences-là. C'est-à-dire que, les gens aiment chasser, mais... il m'est déjà arrivé de demander est-ce que entre de la viande de sanglier et de la viande de cochon, vous préférez le sanglier ou le cochon? Les gens préfèrent quand même le cochon. Donc ils préfèrent quand même la viande qui est domestiquée. De la même manière que finalement le nombre de chasseurs qui tirent leur subsistance entièrement de la chasse du point de vue des aliments carnés n'est pas si énorme que ça. Donc ce serait donc aux chasseurs finalement de garder leur culture vivante? Oui, et aussi du point de vue de la transmission, alors j'entends bien que c'est pas toujours évident de faire aimer la chasse à ses enfants. Ça se fait plus ou moins la plupart du temps tout seul, ça. J'ai souvent croisé j'ai souvent croisé des gens gamins. qui me disent que ils en ont du mal, ou que ça n'accroche pas, ou que ça a accroché quand les enfants étaient jeunes, et puis ensuite, à l'adolescence, ça décroche. Tu as été embarqué par d'autres. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a une transmission qui n'arrive plus vraiment à se faire dans certains cas, chez certaines familles. Et puis, un poids, en fait, dans le quotidien de la chasse qui... c'est mon impression à moi, de l'extérieur, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que ça se resserre autour de l'individu qui chasse. Et ça a peut-être un petit peu moins de répercussions sur l'économie domestique. C'est-à-dire que souvent, les chasseurs me disent qu'ils sont seuls à manger leur chasse parce que leurs femmes n'aiment pas ça ou leurs enfants n'aiment pas ça. Et finalement, ça se resserre autour de la personne qui chasse. Pour autant, les premiers résultats de l'enquête montrent qu'il y a énormément de dons vers les personnes qui ne chassent pas. C'est-à-dire que c'est étonnant, c'est-à-dire que du point de vue de... Il faut encore que j'aille plus loin, c'est juste les premiers résultats, mais ce que je vois s'esquisser, c'est que finalement la venaison, elle est consommée par un noyau familial assez resserré autour père, mère, enfant, ou père, mère et parents du chasseur. Parfois la belle famille, donc la famille de la conjointe, en l'occurrence, c'est majoritairement des hommes quand même qui chassent. Alors qu'on a très peu de diffusion de la venaison vers, je sais pas moi, les sœurs, les nièces, les cousins, ça, pas tellement. Et alors que si on leur demande aussi est-ce que vous en donnez à des gens qui chassent ou à des gens qui ne chassent pas, là c'est assez massif vers les gens qui ne chassent pas. Donc c'est assez, c'est pas homogène. C'est marrant, c'est marrant parce que ce que tu dis c'est assez vrai. J'aurais toujours tendance, moi, à aller donner un gibier pour faire plaisir à quelqu'un qui chasse pas, parce que justement, il n'a pas l'occasion tous les jours de manger ça. Donc, ouais. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que, tu vois, il y a ce discours finalement assez bien structuré de, quelque part, une sorte de sentiment d'être persécuté. Enfin, c'est peut-être un peu fort comme terme, je sais pas, mais il y a un peu cette idée de subir beaucoup d'attaques de la part de gens qui sont anti-chasse, et en même temps, les liens avec le monde
qui ne chassent pas sont Ah oui, mais très c'est forts. très bon, c'est très très bon. Et, Non, la souffrance, elle se passe au niveau médiatique la oui. plupart du temps. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les médias nous mettent dans un camp du mal. Et c'est de ça dont souffrent les chasseurs. Ouais. Après, il faudrait savoir jusqu'où les médias ont véritablement un pouvoir d'influence sur l'ensemble de la population française. Ça, c'est toujours très compliqué à mesurer, hein, l'opinion publique. C'est toujours très compliqué. Peut-être que, par contre, du point de vue politique, ça a plus de poids. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je me pose la question de savoir est-ce que les chasseurs peuvent faire quelque chose, pourquoi ils ne le font pas si c'est le cas, et est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement quelque part un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire un pied dans le monde, dans un monde où la chasse fait partie de la subsistance et un monde où finalement la subsistance ne dépend pas de la chasse, mais on n'assume pas non plus totalement. Dans quel sens on n'assume pas? C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent que le chiffre le score ne compte pas, que c'est le plaisir de chasser qui importe. Donc une mise en avant de la chasse plutôt loisir, si j'ose dire, ou éthique. Alors que la figure du viandard est répulsive de manière systématique. Et en même temps, si on chasse pas assez, on peut pas non plus manger tout le temps du gibier. Donc on est nécessairement tributaire de l'élevage. Enfin, il y a quelque chose un petit peu, j'ai l'impression un petit peu là qui est pas très clair. Oui, il y a une sorte, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans l'esprit du chasseur, on va dire moderne, une notion de préserver la source, de son mode de vie. Donc effectivement, on va tuer, si on va à la chasse une fois par semaine, on va tuer un faisan et puis, je sais pas, une perdrix, ça va pas nourrir la famille pendant toute la semaine. Non. Mais on va pas remplir le carnier parce que oui, quelque part, on sait très bien qu'on n'est pas dépendant de ça pour se nourrir et qu'on veut pas tuer tous les oiseaux qui sont là, quoi. Donc oui, il y a toujours cette notion-là. Après, il ne faudrait pas quand même que nos 70 millions de concitoyens se mettent à chasser en même temps, parce qu'on aurait un problème, de toute façon, à la base. Oui, et voilà un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, les chasseurs aimeraient que finalement, ils soient mieux compris. Et en même temps, quelque part, il y a une légère réticence à ce que tout le monde s'y mette. Ah, c'est pas ça. C'est pas qu'il y a une réticence à ce que tout le monde s'y mette. Nous, on est super d'accord. Nous, on est toujours très heureux dès qu'il y a quelqu'un. Il faudrait que tu ailles voir un petit peu, par exemple, sous les commentaires, sous mes vidéos. Il y a souvent des non-chasseurs qui viennent commenter. Ils sont très, très likés sur les réseaux et on parle très bien avec eux. Il suffit que je chasse pas, je m'intéresse, la vidéo, elle était super. Comment je peux passer mon permis? Il faut voir le nombre de gens qui répondent derrière. Ils sont flattés de voir que des gens qui sont de l'extérieur viennent s'intéresser à leur mode de vie. Et au contraire, il y a une vraie envie de partage. Et aussi, plus on est, et plus on sera fort, et plus tout ça, il y a cette notion-là aussi. Mais on sait d'un autre côté que tout le monde ne chassera pas. Je veux dire, on sait très bien que... voilà. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas, comme je te l'ai dit, parce que la ressource, elle ne pourrait pas le supporter. Mais non, il y a une vraie... moi, et puis ça, tu peux vraiment le vérifier à chaque fois. Oui, il y a aussi quelque chose qui m'avait frappée, c'est que, tu vois, quand je demande aux gens, ce que vous pratiquez, par exemple la chasse à l'alouette, avant, les gens, ils revendaient les alouettes et ils en prenaient beaucoup, pour pouvoir en revendre beaucoup. Ça se vendait à la douzaine. Donc il fallait 12 alouettes pour faire une unité de vente et c'était vendu à peu près 500 francs de l'époque. Et j'ai calculé que ça équivaut à peu près à 2,30 €. Donc pour faire un revenu, il fallait vraiment en prendre beaucoup. Et j'ai pu voir un petit peu des carnets de prise et on voit que ça se compte en plusieurs centaines, de douzaines d'alouettes par personne et par saison. Donc c'est vraiment des chasses qui ont des prises importantes et qui sont, qu'on pourrait dire, intéressées par un revenu commercial, quelque part. Mais c'est toujours dans le cadre, finalement, de compenser, finalement, un train de vie qui est paysan, rural, assez pauvre. Donc c'est typiquement une chasse paysanne. Et quand je leur demande ce que les gens... quand je demande aux chasseurs ce qu'ils pensent de ça, souvent ils me disent « oui, mais et on en avait besoin pour vivre ».
Et aujourd'hui, la figure du viandard, elle correspond en fait à ça. Et on veut plus en entendre parler quelque part. Le viandard, c'est toujours quelqu'un d'autre que soi. Et on en connaît, mais on ne peut jamais vraiment dire qui. Et ce hiatus-là, moi, au début, j'ai compris comme étant une sorte de contradiction. Peut-être qu'on ne voulait pas tout me dire. Alors, c'est possible hein, qu'on ne veuille pas tout me dire, et je respecte, pas de souci. De toute façon, à un moment ou à un autre, il y a toujours, quand il y a une contradiction, il y a toujours quelque chose qui vient et qui vient montrer que ça ne fonctionne pas. Mais ce que j'y vois, c'est que peut-être aussi, ce qu'on a oublié, c'est que la chasse a une histoire. C'est-à-dire que la chasse, elle évolue dans le temps. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été, qui est très oublié aujourd'hui. On parle de la chasse. Alors déjà, on met tout le monde dans le même sac, tous les modes de chasse. Mais en plus, on ne voit plus la profondeur historique. Alors que ce que je te disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a beaucoup de chasses traditionnelles à l'alouette qui ont été perdues dès le XVIIe siècle sous Louis XIV, ça on a complètement oublié. La chasse au cul levé, la chasse aux lanternes, la chasse au tintamarre. Mais qui connaît ça enfin, c'est perdu ça. Ça fait depuis des siècles qu'on ne le fait plus. Donc voilà, il y a une histoire, il y a des choses qui se perdent, il y a des choses qui se retrouvent. Et ce qui était avant la règle ne l'est plus forcément. De la même manière, pour encore te donner un dernier exemple, quand il y a eu les premières législations sur les migrateurs au XIXe siècle, notamment la loi de 1848 qui instaure notamment le permis de chasser pour tous, etc. Il y a un argument pour garantir la chasse dans le sud-ouest, la chasse aux migrateurs dans le sud-ouest. L'argument des chasseurs contre les gens qui voudraient limiter le droit de chasse, c'est que justement les chasseurs en tirent un commerce, que c'est une filière, qu'il y a une chaîne d'approvisionnement en fait vers Paris et qu'il y a tout un processus, que ça met en jeu plein d'emplois, qu'il y a des revenus conséquents qui sont tirés de la chasse à l'alouette, la chasse à l'ortelan, on tire des revenus énormes, que ça fait vivre la région, quoi. Aujourd'hui, c'est un contre-argument. Si les chasseurs disent qu'ils tirent des revenus de leur prise, ça pêche contre eux. Donc tu vois que même dans le regard qu'a le législateur sur la chasse, on est dans une évolution. En revanche, ce qui est permanent depuis l'Ancien Régime, c'est que les premières chasses qui sont visées par le pouvoir législatif, c'est d'abord les chasses paysannes. C'est avant tout les chasses qui sont les chasses de l'à côté, les chasses où se pratique le plus le braconnage, les chasses qui ne sont pas nobles. Et il y a un contre-exemple, c'est la chasse à courre, on va dire, qui est en première ligne plus ou moins de... Oui, et en même temps, on ne l'interdit jamais. C'est vrai. C'est vrai. On en parle, mais on ne l'interdit jamais. Ouais. C'est vrai. Surtout qu'interdire une chasse en partant du principe qu'il y a du braconnage, c'est quand même l'idée la plus stupide de la Terre. Hein, parce que un braconnier, par définition, n'empêchera pas de chasser, qu'on l'ait interdit ou pas, la chasse en question. Tout à fait. Tout à fait. Et puis même sur la chasse à courre, là aussi, on essentialise la chasse à courre. La chasse à courre a énormément évolué. Du point de vue sociologique, c'est moins une chasse noble. Oui, mais là, après, il y a une notion de lutte des classes qui vient se mettre avec des groupements qui sont plus ou moins d'extrême gauche communiste, qui viennent en plus taper sur le bourgeois qui va poursuivre la pauvre biche innocente. Il y a tout un fantasme derrière ça. Oui, mais on l'a aussi dans les chasses traditionnelles. Quand les gens, par exemple, quand je suis arrivée dans les Landes, j'étais sûre, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bizarre, on ne parle jamais de la chasse à courre, il n'y en a pas ici. Ah, si, beaucoup. Et en fait, si, il y en a. Ouais. Mais les gens m'en parlent très peu et quand je pose la question, on me dit, ah, mais moi, c'est pas mon monde. C'est vraiment ça, c'est pas mon monde, c'est pas mes valeurs, c'est des nobles. Même à l'intérieur de la chasse, il y a encore des a priori. Là aussi, il y a des a priori sur ça, alors qu'en réalité, la chasse à courre est ouverte à tous. Et en réalité, on a plutôt une sociologie de classe moyenne, urbanisée, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas que des nobles d'anciens immigrés de 1790. Donc Léa, pour conclure, j'ai envie de te souhaiter très en retard, la bienvenue dans les Landes. Merci Richard. Une bonne saison de la palombe, mais je pense que la fédération des Landes va s'occuper de t'amener au bon endroit pour que tu vois des beaux passages et puis que tu puisses nous apporter aussi tout un tas de connaissances parce que ce qui est passionnant dans tout ça, c'est que nous, on a, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'implicites, beaucoup de choses qui nous paraissent évidentes et malgré tout, ne serait-ce que d'avoir discuté avec toi aujourd'hui, il y a plein de choses dont on prend conscience en les écoutant de la bouche d'un
d'une scientifique. Et en tout cas, je trouve ta démarche vraiment top. Juste un petit big up aux animalistes au passage qui pensent connaître la chasse. Voilà, si vous voulez connaître la chasse, vous pouvez vous inspirer un petit peu de ce que fait Léa pour essayer de la connaître et de la comprendre. Merci infiniment du temps que tu m'as accordé et encore une fois le meilleur. À bientôt. À bientôt. Salut.